Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10. Vous retrouvez Séverine Méridan pour l'actualité sportive. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le 24 novembre 2023 et notez qu'à compter du 1er janvier 2024, eh bien, les bureaux de tabac pourront effectivement vendre des munitions aux chasseurs. Et il y a 40 ans, le travail d'intérêt général voyait le jour en France, un nouveau type de peine pour l'époque qui visait à maintenir les condamnés dans la société, une bonne alternative à l'incarcération qui permet de se réinsérer plus facilement, mais qui était considéré comme un peu laxiste à l'époque. Regardez. Écoutez, le TIG en Guadeloupe, comme partout en métropole et dans les Outre-mer, est une peine qui est extrêmement utile. La directrice du service pénitentiaire de Guadeloupe nous expliquait qu'on était à 14% de peines exécutées pour le TIG, que le TIG représentait 14% des peines exécutées. C'est le double de ce qu'il y a sur le territoire national. C'est donc une très bonne nouvelle et il faut y faire appel de plus en plus puisque c'est une peine qui est efficace contre la récidive. Le rôle du travail d'intérêt général, c'est d'abord d'assurer la sanction d'une infraction qui a été commise, mais tout en assurant la réinsertion sociale du condamné. C'est-à-dire que pour la première fois, avec le travail d'intérêt général, on a introduit en 1983 dans le code pénal une peine qui avait pour effet de maintenir le condamné dans la société et mieux encore de faire participer la société à l'exécution de cette sanction en prenant en charge dans le cadre de structures de droit privé ou de droit public les personnes condamnées. Oui, c'est une année importante. Le travail d'intérêt général est une peine qui a vraiment évolué. Au départ, on avait des réticences à la prononcer et maintenant, elle prend toute sa part dans le dispositif et c'est une peine qu'on apprécie prononcer au tribunal parce que s'il y a condamnation, il y a nécessairement sanction et toutes les fois, on pourra prononcer un travail d'intérêt général. C'est vraiment une peine sur laquelle on se dirigera parce que c'est une peine qui a du sens, qui met en lien les personnes, qui met en lien les condamnés avec des personnes de la société civile, qui leur donne un après s'ils le souhaitent au fil des rencontres qu'ils pourront avoir et une peine vraiment très utile en matière de prévention de la récidive. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis 40 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions normatives notamment, et il y en a eu récemment pour pouvoir élargir les possibilités de recours au TIG, pour élargir aussi le panel des structures qui peuvent accueillir des tigistes et donc de plus en plus individualiser la peine. Et puis il y a eu des réformes organisationnelles récemment avec notamment le réseau des référents territoriaux du TIG qui permet à la fois de prospecter de nouvelles structures d'accueil et des postes de TIG et puis aussi de soutenir tous les acteurs du TIG. Il n'est pas difficile de prononcer, de faire appliquer les sanctions. Il est par contre un peu plus difficile effectivement d'envisager le travail d'intérêt général en tant que sanction, en ce sens que c'est une peine qui a constitué une véritable révolution lorsqu'elle a été adoptée en 1983, il y a donc 40 ans de cela. C'était une rupture totale dans la conception que l'on se faisait de la peine. Mais je constate qu'effectivement des progrès importants ont été réalisés et je constate avec plaisir qu'en Guadeloupe, eh bien, on est très largement au niveau de la moyenne nationale avec 14% de travail d'intérêt général de prononcé sur l'ensemble des sanctions décidées par les tribunaux. Et on enchaîne avec la célébration des 20 ans de la démocratie en santé, une démocratie malheureusement défaillante dans le vaste désert médical qu'est la Guadeloupe, car si la population a bien le droit de se faire soigner, reste à lui en donner les moyens. Regardez. Aujourd'hui, c'est les 20 ans de la démocratie en santé. Alors comme vous disiez tout à l'heure, ça fait déjà 21 ans et demi. C'est une grande journée parce que c'est important de savoir que les malades ont des droits et que ces droits sont, on espère que ces droits vont être respectés. Ce n'est pas évident, comme expliquait tout à l'heure monsieur le gendarme, on manque de médecins, donc on manque cruellement de médecins dans notre département. Mais on se dit qu'on espère qu'avec au fur et à mesure, nous allons réussir à faire évoluer les choses. C'est vrai que beaucoup de gens nous disent qu'ils attendent des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois avant d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Et à la CSA, nous nous battons pour que les choses changent. Nous nous battons sur le désert médical. Nous essayons de faire en sorte que les médecins reviennent dans notre département.
Et ces choses ne sont pas évidentes du tout. On voudrait que déjà la population puisse savoir. La population doit savoir qu'elle a des droits. La population doit savoir qu'ils peuvent se faire soigner. Ils doivent exiger d'être soignés correctement. Et on espère justement que cette journée va permettre un petit peu d'ouvrir les vannes. Parce que trop souvent, on entend des gens qui nous disent « j'ai été à l'hôpital, j'ai été mal reçu, je suis resté des heures aux urgences, ma famille est morte aux urgences ». Tout ça, alors bien sûr, on sait bien que ça ne va pas changer tout de suite. On sait que ça ne va pas changer tout de suite. Mais justement, on se bat pour que ça change. Et j'espère que grâce à cette journée, les choses vont évoluer petit à petit, mais les choses vont évoluer. Et on part pour la deuxième édition des journées annuelles des managers hospitaliers, l'occasion d'échanger sur les échecs et réussites dans le domaine avec des professionnels de santé venus de la Dominique. Le reste en images. C'est notre deuxième journée annuelle, donc chaque année, comme on dit, c'est l'ADN de l'ANG, l'Association des managers hospitaliers, d'organiser ces journées de rencontres et de retour de partage et d'expérience et de retour d'expérience, bien sûr, concernant les différents horizons, donc la Dominique, invité d'honneur, et aussi l'expérience des groupements hospitaliers de territoire, donc GHT, avec Olivia Oufa, qui est donc coordinatrice générale des activités de soins, mais aussi coordination sur le groupement hospitalier de territoire. Tout d'abord, je souhaite remercier l'Association des managers hospitaliers de la Guadeloupe de nous avoir fait l'honneur de nous inviter à cette belle manifestation. L'idée était que je puisse venir partager, témoigner, participer au débat et à la réflexion, qui est une réflexion de managers hospitaliers engagés au service de l'humain dans des fonctionnements et des institutions qui sont en mutation, en mouvement, et pour lesquels chaque année, cette association extrêmement dynamique se mobilise pour nous permettre de confronter nos points de vue et de peut-être nous enrichir, en tout cas des pratiques des uns des autres et des points de vue des uns des autres. Travailler ensemble pour réussir ensemble. Alors, c'est l'objectif, bien sûr, de toute équipe. Donc, nous avons, durant ces 2 journées, vu un petit peu ce qu'on appellerait les clés, s'il y en a des fois qui ne sont pas si évidentes que ça. Mais l'idée pour nous, c'est de faire ces partages d'expérience et de voir quelles sont les clés de ces succès par rapport au fait de travailler ensemble pour aboutir à un projet qui réussit. Donc on a beaucoup d'échanges autour de cela. Dans un même hôpital, d'une personne à une autre, le management est différent. Puisque quand on parle de management, on parle d'humain, d'être humain, de nos cadres de référence, mais aussi de nos convictions, de nos croyances, de nos compréhensions. Et nous parlons à d'autres humains qui eux-mêmes ont leur propre cadre de référence, leurs propres convictions, croyances, raisonnements. Le challenge, c'est d'arriver de faire des choses ensemble et c'est tout l'intérêt de la thématique de ces merveilleuses journées. La gestion de nos 2 entités est différente. Malgré tout, je crois qu'il y a de l'espace pour nous permettre de mutualiser nos efforts et de parvenir à une coopération dans le domaine de la gestion hospitalière en Guadeloupe et à la Dominique. Un reportage d'Olivier Félix. Et avec l'implantation de jardins partagés, l'association En Toute Sauce redonne vie au quartier de Poinsettia à Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, les scolaires de la ville se sont rendus dans ces espaces. Les petits ont également fabriqué des décorations pour embellir le lieu. Regardez. Au jardin, c'est une manifestation qui s'appuie sur nos traditions. Nous sommes en plein dans la période de Noël. Dimanche, ça va être le premier dimanche de l'Avent. Donc, on a décidé d'organiser cet événement pour pouvoir valoriser le travail d'embellissement du quartier et de promotion de la biodiversité qu'on fait en ville depuis à peu près 5 ans avec l'association Toute Sauce. Donc, on a commencé par faire des jardins. Ça se situe au niveau de la résidence Poissettia à Pointe-à-Pitre. Et on a commencé par faire des jardins. En fait, il y avait des petits lots comme ça, vacants, où les gens venaient juste pour pouvoir faire leur chien, leur chat, faire pipi et caca. C'est pas très intéressant. Donc, on a décidé d'investir avec des jardins. Et en fait, c'est le 3e événement qu'on organise au niveau du jardin. On est super contents parce que c'est la première fois qu'on reçoit les scolaires. En fait, il y a 4 écoles dans le quartier. Et on a eu la chance aujourd'hui que l'école Léon Fex, l'école primaire Léon Fex, répondent à notre appel et nous proposent 3 classes pour pouvoir participer à 2 ateliers. Donc aujourd'hui, on fait 2 ateliers sur la journée avec les enfants. Un atelier de bricot-récup pour pouvoir donner des petits noms au jardin. On avait déjà fait ça l'an dernier lors d'une manifestation.
Mais comme on n'utilise que du matériel de récupération et des palettes, donc entre-temps les panneaux se sont dégradés. Donc on va faire des petits panneaux pour inciter les gens à respecter l'espace, pas jeter, zodi, voilà. Et puis on va donner aussi des noms à chaque petit espace. Voilà, on a 8 petits jardins, il faut trouver 8 noms. Et on a un autre atelier, toujours d'éco-récup avec Féline Lucol aujourd'hui. Et l'idée, effectivement, c'est de décorer le manguier de Noël. Parce que dimanche, on propose à tous, aux enfants qui ont participé aujourd'hui, à leurs parents et au grand public, un moment de partage. Et ça sera l'occasion pour nous aussi de faire une petite distribution de cadeaux pour tous les enfants qui ont participé aujourd'hui à la décoration et la mise en valeur de l'espace. Pendant plus d'une décennie, le photographe Harry Noyer a collecté des objets et matériaux issus de l'aéroport du Rézé, des reliques qui sont exposées actuellement au centre culturel Réminé Souta à Pointe-à-Pitre, où l'on se rend tout de suite. La particularité déjà, c'est le côté patrimonial des choses, parce qu'il y a beaucoup de pièces récupérées qui sont issues de l'ancien aéroport du Rézé, et je l'ai fait en 2 parties. Une première partie, là où nous sommes, où il y a tous les avions qui ont marqué l'histoire de l'aéronautique en Guadeloupe, en gros, et la deuxième partie qui reste la partie infrastructure, c'est-à-dire depuis la construction de l'aéroport du Rézé jusqu'à sa démolition. J'aime archiver. J'aime garder les choses. Par exemple, j'ai la montre de ma première communion qui fonctionne, par exemple, à la maison, et qui fonctionne très bien. Ma boîte de compas, quand j'étais à l'école à Bainbridge en 69, je l'ai aussi. Par conséquent, j'ai toujours aimé archiver. Et en fait, je dirais sans fausse modestie que j'aime faire ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire qu'à la limite, je me suis dit, bon, il y a peut-être un travail à faire. Et j'ai collectionné tous ces avions qui ont marqué l'histoire de l'aéronautique en Guadeloupe. À l'aéroport du Rézé, je me suis certainement dit, bon, je vais essayer moi. C'est-à-dire de récupérer toutes les pièces qui vont marquer l'histoire de l'aéronautique. Avoir le feu rouge, un tas de choses comme ça. Là, il y a des pièces vraiment patrimoniales et il y a beaucoup de pièces que j'ai sauvées aussi. Hein. Parce que les tractopelles, quand ils sont entrés en action, les gars, ils n'attendent pas, c'est normal, ils sont au boulot. Hein. Et là, heureusement que j'étais là, j'ai pu sauver le panneau, j'ai pu sauver encore une lampe, j'ai pu sauver pas mal de petites pièces comme ça. Mais en fait, c'est rappelé aux Guadeloupéens comme quoi que l'aéroport du Rézé existait. Et par contre, ce que je remarque depuis le début de l'exposition, c'est que les Guadeloupéens aiment vraiment ce qui est aéronautique, les Guadeloupéens aiment vraiment l'avion. Ah ouais. Et c'est pas pour rien, j'ai eu dernièrement comme information qu'au niveau des DOM, la Guadeloupe est quand même première au niveau des métiers d'aéronautique, en tant que pilote, en tant que mécanicien et autres. Samedi 25, il va y avoir encore une conférence pour causer, mais avec des éléments nouveaux, de façon à compléter un petit peu le recueil, parce que notre génération actuelle, bon, mais c'est une génération qui s'en va, et il faut quand même qu'on laisse quelque chose, il faut qu'on laisse des traces. Et j'invite les gens, bien entendu, à venir. Bon, je me tiens à leur disposition pour expliquer un petit peu ce que je sais, sans pour autant me faire passer pour ceux qui ne suivent pas. Et en parlant de patrimoine, connaissez-vous le cabolo, un rythme bien de chez nous? Eh bien, ce rythme venu de Sud-Basse-Terre et son créateur Billy Avinel ont été mis à l'honneur par la ville de Saint-Claude à l'occasion de la Sainte-Cécile, la fête des musiciens. Regardez. Pour la ville de Saint-Claude d'organiser une soirée autour du cabolo, déjà c'est de rentrer dans la Sainte-Cécile, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 22 novembre et donc c'est la fête de tous les musiciens et qu'il était important donc pour la ville de Saint-Claude de rendre hommage à ce rythme musical qui est typiquement bastérien, hein, comme on l'appelle chez nous, c'est musique bastet. Donc il est important de retrouver les pères précurseurs, les pères fondateurs du rythme cabolo, puisqu'on connaît bien évidemment les groupes Typical, les Aiglons, les Maxel, etc. Et c'était vraiment un enjeu fort culturellement pour la ville de Saint-Claude de remettre au goût du jour et de faire découvrir ou redécouvrir ce rythme. Et on est content puisqu'on a quand même des acteurs de la culture bastérienne qui sont là avec nous ce soir. Donc c'était tout l'intérêt aussi de faire découvrir aussi aux plus jeunes ce rythme encore méconnu par les générations présentes et les générations futures. Le cabolo, c'est le rythme du Typical Combo qui a été inventé par Billy, donc c'est de ça que nous allons parler ce soir. Nous allons faire une démonstration de musique parce que j'ai mon groupe aussi également qui est là. Et donc voilà, on va montrer ce que c'est que le cabolo, rythme qui existe jusqu'à maintenant. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les rythmes de caisse claire du carnaval, c'est du cabolo. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et donc l'inventeur de ce rythme, il est là avec nous ce soir, M. Billy Avinel, et la soirée lui est dédiée. C'est lui qui a l'honneur.
Un reportage signé Gérard Loiseau. Et nous sommes actuellement en liaison téléphonique avec Madame Francesca Faithfull, élue à la ville des Abîmes. Bonsoir Madame Faithfull. Bonsoir Harold, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Allô ? Allô, je vous entends bien. Oui, alors très bien. Alors Madame Faithfull, les festivités de la fête patronale des Abîmes débutent dès ce soir avec le théâtre d'Ouvre-en-Porte. À quoi effectivement la population doit s'attendre pour les prochains jours? Alors, théâtre des Abîmes, ça entre bien dans le cadre de notre thème de cette année qui est Abîmes, ville, territoire d'action et d'animation. Nous finissons l'année Abîmes, ville verte et durable et nous entrons dans ce nouveau thème, Abîmes, ville d'action et d'animation. Et c'est ce que nous allons prouver avec toutes les actions que nous mettons en place, notamment au niveau du théâtre. Ce soir, l'ouverture de Théâtre des Abîmes sur l'esplanade du Palais de la Culture Proto. Et nous continuons avec des temps forts. Est-ce que je peux annoncer les temps forts? Bien sûr, allez-y. Alors, mercredi, nous avons, le 10, la fête patronale elle-même, c'est le 10, dimanche 10 décembre. Le maire attend sa population comme d'habitude pour un repas républicain après la parade des associations, ça c'est le dimanche 10. Mais la veille, le samedi 9, nous avons le podium des associations et toutes les associations viennent montrer ce qu'elles ont fait dans l'année, ce qu'elles sont capables de nous montrer, ce qu'elles sont capables de produire. Le vendredi, c'est le Léroz, le traditionnel Léroz, sur le monde de la mémoire, avec le groupe des jeunes de Grand Camp, Camas. La veille, le jeudi, nous avons le jeudi, nous avons Anateco. Nous avons un concert de gospel avec Anateco, qui est notre invité. Le mercredi, nous avons les Wazatimoun avec une invitée surprise que nous n'allons pas dénoncer. J'ai envie de dire que nous n'allons pas annoncer. C'est une invitée surprise le mercredi. Et pendant toute la semaine, comme ça, nous avons des temps forts. Le mercredi soir, il y a la grande messe de l'Immaculée Conception. Et le plateau artistique, c'est l'après-midi du dimanche 10 décembre. Le plateau au cours duquel nous allons recevoir des artistes. Voilà. Alors, le maire a souhaité que cette fête se tienne en dépit des difficultés budgétaires parce que c'est vrai qu'il y a tellement à faire, tellement à couvrir sur le territoire des Abîmes que nous n'avons pas un budget énorme pour organiser cette fête patronale. Mais nous restons quand même dans je veux dire, les normes parce que nous avons quand même des habitudes et que nous n'allons pas sacrifier. Mais ce ne sera pas, nous n'aurons pas des dépenses gigantesques. C'est une fête qui est, on va dire, modeste, mais qui répondra quand même aux attentes de la population parce que les gens ont besoin de sortir, on le sent, les gens ont besoin de se rencontrer, de sortir. Et puis il y a aussi un regain d'activité pour les commerçants parce que c'est à cette occasion que les commerçants sont dehors, les restaurateurs, en fait tout le monde sort un peu son épingle du jeu. Et c'est important pour nous de montrer, de manifester cela, l'intérêt que le maire porte à sa population. Donc vous avez trouvé un juste équilibre entre le maintien effectivement des festivités et effectivement le budget disponible au niveau de la municipalité. Tout à fait. On marche sur des œufs, comme on dit, il faut faire très attention. Un budget vite dépassé, c'est pour cela qu'on a l'impression qu'on est dans la restriction, mais c'est pas de la restriction, c'est de la modération, j'ai envie de dire. On fait attention, le budget n'est pas énorme, mais avec ce que nous avons, nous essayons de faire au mieux. Très bien. Alors, toute une semaine de festivités, donc je reprends pour les téléspectateurs. Le mercredi 6, il y aura le Lewazatimoun. En journée et le soir, il y aura la grande messe. Le jeudi 7, un concert de gospel. Le vendredi 8, un Léroz avec Camas. Le samedi 9, ce sera le podium des associations. Ils présenteront les travaux de l'année. Et le dimanche 10 décembre, il y a donc la cérémonie protocolaire. Ça, ce sera en journée. Et le soir, il y aura donc le plateau artistique. Le mot de la fin pour vous, Madame Faithfull. Parsemé toute la semaine de manifestations, de pièces de théâtre. Nous avons la chance d'avoir Joseph. Mais oui, comment s'appelle-t-elle? Laurence Joseph. Laurence Joseph, j'oublie son prénom. Laurence Joseph, elle sera samedi
elle sera à Sonis, sur l'esplanade Sonis, et ensuite elle sera à Grand Camp, à Petit Pérou. En fait, nous avons des artistes qui vont se produire toute la semaine. C'est la semaine d'action et d'animation de la ville des Abîmes. Et ça commence dès ce soir à partir de 19h donc sur le parvis du Palais de la Culture Félix Proto avec le théâtre Abîme. Voilà, très bien, c'est bien cela. Merci beaucoup Madame Faithfull d'être passée justement nous annoncer donc que la fête patronale des Abîmes est maintenue malgré un petit budget et donc on aura toute une série de festivités à partir effectivement de la semaine prochaine. Bonne soirée à vous Madame Faithfull. Merci, merci. Et on prend maintenant le départ du Gros Mordant, un tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle. Les skippers doivent effectuer une traversée Sainte-Anne en continu. Ah ouais, il y aura du relais puisque c'est en soirée Sakabaye pendant que je vous parle d'ailleurs. Regardez. Le défi, c'est de faire le tour de la Guadeloupe non-stop en voile traditionnelle. On part de Sainte-Anne, on arrive à Sainte-Anne avec un sens qui est imposé. On passe par la pointe des châteaux, voilà, des lieux emblématiques de la Guadeloupe, surtout pour les navigateurs. Donc la pointe des châteaux, la pointe de la Vigie, on passe près de Kawan, Vieux-Fort et enfin on arrive à Sainte-Anne. Alors nous sommes 12, donc effectivement on va se relayer. On a des points de relais, pointe des châteaux, à la Vigie et tombée de la nuit sur DR. Donc après on évite les changements en mer la nuit. Donc ça veut dire que tu as là qui prend à 18h là et qu'à la guille demain matin à 6h. Effectivement, mais c'est un petit problème qui a passé. Mais regarde, on dit pauvre. Ok, c'est amis à moi. Comment est-ce que problème qui aura avec nous pour nous qui devant nous qu'il faut nous rattraper. Donc après promenade nous promenade. Donc pour nous que gérer fort là, pour que nous fassions le maximum pour nous livrer avec un temps qui est le meilleur possible. Deuxième but, sécurité. Tout ça, nous avons essayé de faire, nous avons essayé de bien préparer, nous n'avons pas fait un bangal. Et on revient dans un format qui est un peu particulier, plutôt que de faire une grande course qui serait un peu lourde. C'est un challenge. Chacun un défi, chacun décidera de partir quand il le souhaitera. Nous, on va essayer de mettre un temps de référence le plus bas possible. Et on attendra que ce record-là soit décroché pour que nous aussi, on y retourne. Est-ce que vous avez fait un coup de navigation de nuit pour vous entraîner? Oui, nous allons tester ça. Alors, en cas de dire souvent, la nuit est un jour comme un autre. Il faut s'adapter, c'est tout. Moi, j'adore naviguer de nuit. Ce sera peut-être une première pour certains d'entre eux. Mais pour autant, pas d'appréhension excessive. On va tester, on va voir. J'ai entendu parler de Paris fou, c'est pas si fou. Alors, c'est audacieux, mais c'est pas fou, c'est un joli défi. Et je ne doute pas que... j'espère en fait qu'on n'aura aucun souci, mais je ne doute pas que de toute façon, cette affaire-là va être décrochée un jour ou un autre. Un reportage de Grégory Labs qui suit de très près justement les équipages. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité à ce programme. Rappel d'une information qui pourrait vous être utile, en tout cas si vous chassez, puisque le gouvernement a décidé qu'à compter du 1er janvier 2024, eh bien, les buralistes, donc les bureaux de tabac, pourront vendre des munitions, donc des balles, tout simplement, et pourront vendre des balles aux pratiquants de la chasse. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient lundi à 18h30. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous tout le monde.